That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre bien évidemment de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui pour deux raisons. Premièrement parce qu'on va parler j'ai envie de dire un sujet et en même temps c'est plutôt, on va parler du cinéma moderne, voilà, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut dire ça aujourd'hui, mais fut un temps, on le disait très souvent et même les deux personnes qui vont nous accompagner pendant pratiquement entre 3/4 d'heure et 1 heure, selon beaucoup d'historiens du cinéma, voire des critiques, qui sont un peu les fondateurs de ce cinéma qu'on appelle cinéma moderne. Donc, on va parler de Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, et on va en parler avec Hélène Gaudin. Je suis très content parce que je suis un peu Hélène Gaudin sur Twitter. On a pratiquement les mêmes goûts cinématographiques, donc des folies même cinématographiques. On aime Manuel de Oliveira, comme on peut aimer aussi un peu Rossellini, puis d'autres cinéastes, et aussi le film de genre. Je ne sais pas si ça se dit encore film de genre, mais pourquoi pas. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, je suis très très content d'être ici. Merci beaucoup de m'inviter dans ton émission. Ça faisait un petit moment que je la suivais et c'est un très grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Ben écoute, c'est réciproque. Merci à toi. Alors, avant qu'on commence à parler de Bergman, Rossellini, l'Italie, la Suède, tout ça, le cinéma moderne, juste une petite chose. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce festival, Maudit Festival ? C'est quoi ce festival ? Alors, ce festival, ça n'a rien à voir avec Rossellini pour le coup. Ce festival, c'est un festival en fait qui au départ a pris place à Grenoble pendant la première décennie 2000, qui s'appelait donc le Festival des Maudits Films. Et c'était un festival à l'époque qui se centrait, c'est toujours un peu le cas, sur tout ce qui est cinéma bis, cinéma de genre, cinéma expérimental. En règle générale, ce cinéma qui est perdu, méconnu, oublié. Et le but du festival est donc de faire ressortir de terre ces espèces de pépites en fait expérimentales pour les faire donc connaître ou reconnaître selon le type de public qui se présente. Donc ce festival a eu une douzaine d'éditions. Avant de s'arrêter en 2019, où il a été repris par une autre équipe, qui est donc celle dont je fais partie aujourd'hui, et qui est donc devenu le Maudit Festival par envie à la fois de rupture et de continuité avec l'équipe précédente. Et donc on a repris cette ligne éditoriale, à savoir opérer une conservation de ce patrimoine de cinéma, donc de genre, même si bon, c'est un peu large comme manière de déterminer les choses, mais cette volonté de faire connaître et reconnaître ces petites pépites, ces films perdus, ces films oubliés, ces films qui ont en règle générale pas eu, malgré leur qualité, la notoriété qu'on aurait voulu qu'ils aient. Et donc, notre but, c'est d'orienter en fait autour d'une thématique spécifique avec notre équipe de programmation, une sélection de films, de procéder à une sélection de films pour poursuivre en fait un petit itinéraire de recherche et d'exploration autour de ces films qui sont très très peu montrés. Donc c'est une grosse recherche de notre part parce que vu que c'est des films très peu vus, très peu montrés, c'est souvent très difficile de partir à leur recherche. Souvent c'est un périple incroyable parce que quand on veut projeter un film, il faut chercher deux choses. Il faut chercher la copie du film. Il faut que cette copie soit de bonne qualité, il faut qu'elle soit montrable, et il faut les ayants droit du film. Donc des fois, c'est pas deux personnes différentes. Souvent, c'est heureusement les deux personnes possèdent les deux, mais des fois, il faut que tu partes à la recherche de la copie, il faut que tu partes à la recherche des ayants droit. Souvent, il y a l'un qui existe, mais pas l'autre, c'est très frustrant, mais bon, c'est comme ça. Si on veut faire les choses en toute légalité, en tout cas, c'est comme ça, et c'est notre cas. Et donc, ce qu'on rajoute, nous, par rapport à l'équipe précédente, c'est déjà, on se focalise beaucoup sur des films qui, pour le coup, on sera pas là dans une optique, on sera un petit peu là dans une optique nostalgique, mais on sera surtout là dans une optique de recherche et d'exploration. C'est-à-dire qu'on va pas être là en mode ambiance pizza, on se marre avec les copains, on est là pour se moquer d'un film. Là, on va être là pour accompagner intellectuellement le film, qui sera entouré d'une présentation, parfois même de débats, et on fait ça dans plusieurs lieux, en fait, de l'agglomération grenobloise. Donc en fait, on travaille beaucoup avec la Cinémathèque de Grenoble dans cette volonté de patrimoniale en fait de ces œuvres d'art, et on travaille avec d'autres structures culturelles pour pouvoir ouvrir un petit peu à différents publics, et puis nous aussi s'ouvrir à différents types de cinéma auxquels on ne se serait pas confronté au premier abord, parce que la constitution de la liste des films se fait par notre culture cinématographique, par la culture cinématographique des autres, mais aussi par des conseils avec des partenaires, etc. Donc c'est un ensemble en fait exploratoire pour faire ressurgir en fait de la grande histoire du cinéma ces films méconnus en fait, et qui pourtant
ont une qualité, qu'elle soit émotionnelle, sensorielle, expérimentale, scientifique parfois même. Et voilà, en gros, ce dont il s'agit. Et la précédente édition, elle s'est déroulée quand exactement? Alors l'édition la plus récente, eh bien, elle date de cette année, elle date de janvier 2022. D'accord, c'est annuel. C'est annuel, ouais, c'est chaque année, la 3e semaine de janvier. Pendant une semaine, on a une grosse, ce qu'on appelle une sélection officielle. Donc on déploie du coup cet itinéraire avec notre sélection sur une thématique. Et tout autour, en fait, on a un certain nombre de manifestations avec des partenaires principaux ou pas. Et depuis cette année, depuis que les cinémas ont rouvert, heureusement, et j'espère que ce sera toujours le cas, on essaye de faire des petits événements un petit peu partout dans l'année avec nos partenaires qui voient parfois ressortir des films qui sont restaurés, ce qui nous permet donc nous aussi de se positionner sur ce film en partenariat pour l'accompagner encore une fois intellectuellement, faire une présentation et orienter donc potentiellement la vision et l'accompagnement et donc la délectation du film. Donc là, vous êtes en train de préparer la prochaine édition qui aura lieu donc en janvier 2023. Voilà, tout à fait. Bon, bon courage en tout cas, parce que pour avoir déjà travaillé dans un festival en tant que programmateur, pour le coup, je sais que c'est pas évident. En tout cas, bon courage à vous. Allez, Bergman, Rossellini. Alors, changeons de registre. Avant de commencer à parler de leurs créations artistiques, je voudrais juste, pour celles et ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, ça peut arriver et c'est pas grave en même temps. On est là aussi pour essayer d'apprendre deux, trois petites choses. Je voudrais juste que tu nous expliques un peu, tu nous présentes un peu qui sont d'un côté Ingrid Bergman et de l'autre Roberto Rossellini avant qu'ils se rencontrent. Alors Ingrid Bergman, c'est une actrice donc suédoise qui a commencé par tourner quelques films en Suède jusqu'à ce qu'elle ait contacté à la fin des années 30 pour reprendre le rôle principal d'un remake américain d'un film qui s'appelle Intermezzo, ce qui l'a fait donc connaître. Et en fait, sa carrière internationale va se lancer comme ça. Elle va avoir une popularité qui va s'accroître de film en film jusque dans les années 40, jusqu'à ce qu'elle tourne en 1944 Antise, qui lui vaut donc l'Oscar de la meilleure qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. À ce moment-là, elle va devenir une star mondiale qui va être contactée par plein de réalisateurs, elle va avoir une popularité incroyable, qui va connaître son apogée avec des films d'Hitchcock. Et en fait, elle était surtout connue au niveau hollywoodien avant de faire des films avec Roberto Rossellini. Voilà pour ces films à l'époque où c'était vraiment la période du mélodrame américain, donc qui était caractérisé par ces films avec un scénario spécifique, une construction spécifique et cette grande figure féminine dramatique à l'expression exacerbée. Donc sa carrière va percuter celle de Rossellini d'une manière particulière qui va faire que voilà, ça va être au départ un grand scandale. Pourquoi ? Parce que Roberto Rossellini, c'est pas du tout la même chose. Roberto Rossellini, donc c'est un réalisateur italien de cinéma puis de télévision par la suite. Et donc effectivement, c'est l'un des premiers, c'est l'un des réalisateurs les plus importants de ce qu'on appelle le cinéma néo-réaliste italien. Donc qui est en fait un mouvement qui va être constitué largement autour de ce qu'on appelle la trilogie de l'après-guerre, donc Rome, ville ouverte, Paysa et Allemagne année zéro, donc en 45, 46 et 48 respectivement. Et donc en fait, au départ, donc Roberto Rossellini, en fait, on va dire qu'il a eu plusieurs vies artistiques, cinématographiques, parce qu'il a commencé par un premier long métrage qui s'appelle Le Navire blanc. En 41, et vont suivre d'autres films, Un pilote revient et L'homme à la croix, qui vont tous les trois former ce qu'on appelle sa trilogie fasciste, qui donc va marquer donc les débuts de sa carrière. Et ça va marquer énormément sa carrière d'une manière positive comme négative. Et en fait, il a commencé à travailler sur les films qui vont faire sa principale renommée lorsque le régime fasciste prend fin, donc au début des années 40, je crois que c'est en 43 si je me trompe pas, où il travaillait déjà donc sur donc Rome, ville ouverte, qui va imposer à la fois une rupture et un renouveau dans sa carrière, puisque ça va changer, pas complètement, mais il va y avoir un tournant dans son esthétique à partir de là.
Et donc il va filmer cette trilogie de l'après-guerre où il va développer des esthétiques très particulières parce que c'est après la guerre. Donc concrètement, pour faire du cinéma après la guerre, pour des raisons purement matérielles, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de décors, tout est en ruine, il y a des ruptures de pellicule, enfin rien ne va. Rien ne va. Et son esthétique va se développer, enfin, son esthétique, c'est pas bien de dire ça. Sa manière de filmer et d'appréhender la matérialité cinématographique va complètement changer à partir de ça. Et il va poser cette manière de filmer, cette manière d'appréhender l'espace, d'appréhender ses acteurs, ses personnages et ses trajectoires, en fait, les trajectoires de ces derniers, qu'elles soient narratives, émotionnelles ou géographiques, il va les appréhender de cette manière-là. Et donc, il va composer en fait avec cette matérialité qui d'abord est une contrainte et qui par la suite va s'intégrer de manière durable dans sa manière d'appréhender le cinéma. Donc ça va être dans le traitement du son, dans le traitement de l'image, dans la langue utilisée, dans les espaces utilisés. Et donc on va avoir ces deux esthétiques, en fait, ces deux particularités de ces deux personnes-là qui vont se percuter en fait très très violemment à la fin des années 40 parce qu'on va avoir Ingrid Bergman donc qui aura vu Rome, ville ouverte et Paysa et qui va lui écrire cette lettre incroyable d'audace, légendaire que je connais même par cœur, qui dit cher monsieur Rossellini, j'ai vu vos films Rome, ville ouverte et Paysa, je les ai beaucoup aimés, et si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien anglais, qui n'a pas oublié son allemand et qui n'est pas très compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti amo, alors je suis prête à faire un film avec vous. Et en fait, quand je parle de Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, je commence par dire, en fait, c'est une histoire d'amour. Je me souviens très très bien de Robert Bonamy, qui me faisait cours à l'époque, il y a 10 ans déjà, qui nous avait introduit Roberto Rossellini, qui disait, en fait, Rossellini, Bergman, c'est closer. Et en fait, c'est une des rares choses que j'ai retenues de ce cours à l'époque, parce que le cinéma italien, à l'époque, c'était vraiment pas du tout mon truc. Et c'est de cette manière, en fait, aujourd'hui, que je l'introduis à mes étudiants, parce qu'en fait, l'histoire, enfin, la collaboration cinématographique Rossellini-Bergman, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre deux êtres humains, entre un être humain qui est Ingrid Bergman, qui quitte absolument tout à ce moment-là, son mari, ses enfants, pour aller faire des films avec Rossellini, et Rossellini qui va voir sa manière de faire des films transfigurée par Ingrid Bergman, et l'ensemble de l'histoire du cinéma va être pas bouleversé, parce que c'est beaucoup dire, mais va subir ce choc, en fait, esthétique de vécu entre ces deux personnes, qui va faire scandale parce que cette actrice hollywoodienne va être considérée comme une traîtresse, elle va prendre des blasts des associations féministes, religieuses, tout ce que tu veux, enfin, bref, ça part complètement en cacahuète. Mais Ingrid Bergman dit ok, c'est parti, j'y vais. Roberto Rossellini dit ok, c'est parti, on fait un film ensemble, et ils vont commencer à collaborer ensemble pour pour plusieurs films qui vont marquer durablement leur carrière tous les deux, qui sont donc Stromboli en 1950, Europe 51 en 1952, Voyage en Italie en 1954, La Peur en 1954 aussi, et un dont on parle moins, qui est Jeannot Bucher en 1954 aussi. Et en fait, toute cette collaboration va être l'occasion d'un changement d'exécution, tant dans la matière cinématographique que dans la matière narrative, que dans la matière du jeu, pour ces deux personnes-là. Et il va y avoir vraiment un choc qui va se produire à la fois à l'écran, mais aussi en dehors de l'écran, pour Rossellini et pour Bergman à ce moment-là. Et en fait, c'est toute cette collaboration qui, moi, m'a intéressée, surtout cette année, quand j'ai composé donc, cette réflexion autour de Bergman et de Rossellini, parce qu'il y a vraiment une déviation de trajectoire, d'itinéraire, pour reprendre les mots de Robert Bonamy, qui se fait à ce moment-là, et qui va marquer durablement leur carrière. Alors, en bien comme en mal, Ingrid Bergman dira dans ses mémoires par la suite que, en fait, la collaboration avec Rossellini a détruit sa carrière. Ça a été un choc monumental. Rossellini continuera à faire des films jusqu'à la fin des années 1970, donc ça n'a pas détruit sa carrière du tout, mais ça l'a impacté d'une manière qui est indéniable, en fait.
Il y a plusieurs choses que tu as dites sur lesquelles il faudrait absolument que je rebondisse. La première chose, je vais te demander de revenir sur un aspect qui, je pense que ça ne m'a jamais vraiment intéressé et je crois que ça ne t'intéresse pas non plus, à mon avis, quand on est vraiment féru de cinéma. Mais là, pour le coup, il y a quelque chose d'assez invraisemblable et de bizarre, c'est le côté people. Et je sais que quand on parle de Bergman, Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini, allez, on va dire peut-être à 55%, il y a 55% de malchance qu'on les associe au mot scandale, alors qu'il faudrait plutôt les associer au mot cinéma moderne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? La première chose, c'est que au moment où ils commencent à collaborer ensemble, on est dans une période d'après-guerre. On est dans une période où l'Amérique va se replier beaucoup sur elle-même. Enfin, je vais vite sur le sujet parce qu'il est très compliqué, mais l'Amérique va se replier sur elle-même et elle va entrer dans un climat particulièrement xénophobe. Et à ce moment-là, qu'une grande actrice hollywoodienne, suédoise en plus, décide de tout plaquer pour aller voir un réalisateur italien qui a fait des films fascistes, alors qu'il est considéré en plus à tort comme un communiste, donc un ennemi. Et elle, c'est l'étrangère qui a trahi Hollywood. Ça, déjà, c'est une première chose qui va être une bombe. Concrètement, Roberto Rossellini et Ingrid Bergman, dans ce climat de xénophobie d'après-guerre, vont constituer les victimes idéales. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que concrètement, Ingrid Bergman, elle était bien installée dans sa vie, elle était mariée, elle avait 2 enfants, elle est partie tromper son mari sur le tournage donc de Stromboli. Elle est partie tromper son mari avec ce réalisateur, donc Roberto Rossellini, dont elle est tombée enceinte sur le tournage de Stromboli, ce qui a posé un certain nombre de problèmes, mais on le verra par la suite. Et surtout, il y a un côté à la fois miraculeux, en fait. Je veux dire, c'est 2 mondes du cinéma qui avaient aucune chance de se rencontrer. En fait, on a du mal à le mesurer aujourd'hui parce qu'on a les réseaux sociaux, tout communique, etc. Le travail d'un metteur en scène français ou italien peut intéresser une actrice américaine sans que ça paraisse étrange parce que tout le monde connaît tout le monde. Et à l'époque, en fait, le simple fait que Ingrid Bergman ait d'abord pu découvrir dans une salle de cinéma de New York un film de Rossellini, donc c'était Rome ville ouverte, c'est un truc de fou, en fait. Et le fait qu'elle se soit intéressée à ce cinéaste italien dont elle ignorait absolument tout jusque-là, jusqu'à lui écrire une lettre, cette lettre audacieuse que j'ai citée tout à l'heure, c'était impossible, en fait. Enfin, c'était pas envisageable. Qu'ils travaillent ensemble avait tout d'impossible. Et c'est justement parce que c'est impossible que Roberto Rossellini s'est dit « Ok, je le fais, en fait. Je le fais, c'est parti. » Et donc, c'est cet ensemble, en fait, qui va créer ce scandale à l'époque. C'est à la fois... c'est quelquefois... En fait, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible, en fait. Voilà, c'est juste ça. Il y a un côté impossible dans leur collaboration, c'est que on a une actrice américaine qui a découvert dans une salle de New York un film italien, donc Rome ville ouverte, néo-réaliste, qui s'y est intéressée, alors que c'est une actrice hollywoodienne, et qui a décidé d'écrire une lettre à ce cinéaste dont elle ignorait tout, pour faire un film avec lui, pour lui proposer en tant que femme, de collaborer en 1945 avec lui. Et donc ça a fait partie de ces choses qui font que c'est quand même incroyable, parce que du coup, il y a eu ces 2 mondes en fait cinématographiques qui se sont rencontrés à ce moment-là. Et puis bon, après, on a tout le côté closer. Elle a trompé son mari. En plus, elle a divorcé avec son mari pour se marier avec Rossellini, avec qui elle a eu des enfants aussi. Donc c'est un ensemble de choses qui ça fait bouger les people de l'époque. C'est après la guerre. C'est pas très sexy comme contexte. On a une Amérique qui se replie complètement sur elle-même. On a un cinéaste qui est communiste au possible, d'après les people. Et soudainement, waouh, il se passe ça. Mais c'est du grain à moudre, c'est du pain béni, en fait, pour les people à ce moment-là. Et c'est... Honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on retient tant que ça, fort heureusement. Mais c'est vrai que ça a fait partie des choses qui ont durablement marqué, pour le négatif, pour le coup, la carrière d'Ingrid Bergman, parce qu'il me semble qu'elle a été littéralement bannie du territoire cinématographique américain pendant 5, 6, 7 ans, je crois, à partir de là.
Donc c'est vraiment quelque chose. Il y a une trahison, en fait. Il y a eu une pensée d'une trahison de la part d'Ingrid Bergman, qui partait soudainement d'Hollywood pour faire des films néo-réalistes dont personne n'avait rien à faire, en fait, à ce moment-là, à part évidemment la nouvelle vague qui commençait à s'en inspirer à partir du moment où ils ont commencé à se faire connaître, et difficilement en plus, parce que c'était compliqué à l'époque. Donc oui, ce scandale, en fait, pour un tas de petites choses, mais surtout ce contexte qui a fait aussi la force des films de Rossellini, qui est celui de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au cinéma, Ingrid Bergman, l'actrice, et Roberto Rossellini, le metteur en scène? Eh ben, déjà, en fait, ils ont apporté... disons que c'est pas qu'ils ont apporté quelque chose, c'est que je pense que le cinéma leur a pris quelque chose. Particulièrement dans cette première collaboration qu'elle a à l'heure, à savoir Stromboli. Stromboli, c'est quoi? C'est l'histoire d'un personnage féminin qui commence dans un camp de prisonniers, qui veut partir, qui n'y arrive pas, et qui donc se marie avec un Ilien donc de l'île de Stromboli pour échapper à sa condition. Elle pense que cette île du sud de l'Italie va être un bon endroit pour vivre et oublier les atrocités de la guerre, sauf que c'est pas du tout ce qu'elle va trouver. On a donc un personnage qui soudainement est confronté à une autre réalité, à un espoir géographique et matériel pour se reconstruire, et qui se trouve face à quelque chose de totalement différent et à une forme de désillusion qui va la transformer complètement. C'est exactement la même chose qui se passe entre l'actrice Ingrid Bergman et le metteur en scène et cinéaste Roberto Rossellini. C'est qu'on va avoir deux personnalités, deux vécus qui sont complètement opposés, mais qui vont être reliés ici par cet environnement géographique extrêmement difficile à appréhender. Stromboli, ça va être extrêmement difficile à appréhender pour Rossellini parce qu'on est quand même sur une île avec un volcan perpétuellement en éruption dessus, donc c'est compliqué. Il n'y a pas l'eau courante dessus, il n'y a pas l'électricité, il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser en termes logistiques pour faire ce film. Donc ça, c'est le côté de Rossellini. Et Ingrid Bergman, on va avoir une actrice hollywoodienne qui rentre soudainement dans les possibilités, dans les envies, dans les prérogatives de Rossellini, qui sont d'ailleurs quasiment inexistantes, et elle va avoir beaucoup de mal en fait à appréhender la direction d'acteur particulièrement de Roberto Rossellini. Donc on va avoir, de la même manière qu'on va avoir ce personnage qui est celui de Karine, qui va appréhender un nouvel espace, on va avoir cette personne d'Ingrid Bergman qui va appréhender un nouvel espace, un nouveau cinéma, un nouveau type de personne, une nouvelle façon de travailler, etc. etc. Donc on va avoir ici, après c'est ma pensée, on va avoir ici, en fait, on va être confronté à un moment dans l'histoire du cinéma où on va avoir de manière extrêmement complexe les débuts, les prémices, en fait, d'un cinéma qui va tout prendre, en fait, qui va attraper tout ce qui est possible et imaginable pour transfigurer les personnes qui travaillent à cette œuvre filmique. Et Stromboli va être vraiment va poser les fondations d'une manière de travailler où le cinéma va être une espèce de grosse machine qui va tout prendre sur son passage jusqu'au dernier souffle. Et en fait, ce qui fait que Stromboli va être la pierre angulaire de leur travail, et donc de la manière dont ils vont tous les deux, par leur collaboration, marquer durablement le cinéma, c'est non pas ce côté frontière entre la fiction et le réalisme, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça au cinéma, mais c'est surtout cet investissement où la personne d'Ingrid Bergman et le personnage interprété par Ingrid Bergman vont être toutes les deux à la fois un ingrédient majeur d'un processus expérimental. Roberto Rossellini va clairement expérimenter un certain nombre de choses avec Ingrid Bergman jusqu'à lui faire grimper enceinte de 3 mois le flanc de Stromboli à leur éruption. Voilà. Et toutes ces choses, toute cette manière de lui faire appréhender l'espace, toutes les trajectoires qu'elle va lui faire faire, toutes les émotions par lesquelles elle va passer, vont contribuer à un renouveau non seulement du cinéma de Roberto Rossellini,
parce qu'il prenait très très peu d'acteurs professionnels à l'époque, et là soudainement il a une actrice professionnelle, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer tout ce qui est possible et imaginable de tirer de cette actrice. Et on parle beaucoup en négatif du jeu d'Ingrid Bergman, très mélodramatique, très exacerbé, très sentimental. Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on va avoir un personnage dont on peut tirer énormément d'émotions. C'est un personnage qui va passer par l'espoir, par le doute, par la détermination, par la séduction, par la colère, par un côté presque mystique à la fin du film, de ce premier film donc, qui est Stromboli. Donc ça va être Stromboli et les autres par la suite, vont être un terrain en fait d'expérimentation. Le cinéma a toujours été un terrain d'expérimentation, mais on va rentrer ici dans un nouveau terrain d'expérimentation qui va aller au-delà de tout ce que Roberto Rossellini avait déjà expérimenté avec le néoréalisme. Donc on va avoir des expressions nouvelles, on va avoir l'exploration de différents types de sentiments, on va avoir l'introduction d'un personnage et d'une actrice au sein d'un milieu hostile, celui du cinéma italien pour Bergman, et celui donc de l'île de Stromboli pour le personnage de Karine. Et on va avoir, pas un mélange de la réalité et de la fiction, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on va avoir une matérialité cinématographique qui va se construire à partir de ce qui existe déjà. Et Rossellini va s'appliquer à explorer en fait ces différentes facettes qui se présentent à lui à partir de là. Et ce qui est intéressant de noter à ce moment-là, c'est que cette première collaboration va poser un certain nombre de problèmes, mais va aussi poser en fait les premiers germes de ce que vont être les films qu'il va créer par la suite et qui vont être créés donc très peu autour d'un scénario, en dehors de la peur qui a des ressorts dramatiques particuliers dont on reparlera, et de Jeanne Aubuchet, mais là pareil c'est encore différent, qui vont être créés autour d'Ingrid Bergman, mais surtout autour de ce personnage et de cette personne, en fait, qui est confrontée en permanence à un milieu hostile. Un milieu hostile, et ça c'est important, dont elle ne peut pas s'échapper. De la même manière que Bergman ne pourra pas sortir de ce circuit dans lequel elle est rentrée, et elle ne pourra pas rentrer à New York parce que concrètement on ne veut plus d'elle, on va avoir ici un personnage aussi, et ça se voit dans ces plans magnifiques où elle est prise comme dans un labyrinthe en fait, dans l'île de Stromboli, on va avoir ce personnage qui ne pourra pas partir, qui est condamné en fait à vivre quelque chose ici et maintenant, et il n'a pas d'autre choix. Et c'est un rat de laboratoire en fait. C'est un rat de laboratoire, c'est le rat de laboratoire qu'on verra à la fin de La Peur. C'est vraiment, je dirais pas un cobaye parce que c'est pas sympa pour Ingrid Bergman, mais on va avoir avec Ingrid Bergman quelqu'un à sculpter avec de nouvelles potentialités expérimentales. On va traiter ses émotions différemment, ses déplacements différemment, ses vêtements différemment. Je crois que c'est son styliste ou son agent, je sais plus, quand il a vu Rossellini pour la première fois, quand il a vu Stromboli pour la première fois, qui a dit d'Ingrid Bergman, mais qu'est-ce qu'elle est moche, mais qu'est-ce que t'as fait d'elle? Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était en chemise, en pantalon, et que on n'avait pas soigné sa coiffure et son maquillage comme on avait l'habitude de le faire à Hollywood. Parce que c'est pas le but de Rossellini. Et il va offrir une nouvelle version de la personne d'Ingrid Bergman qui va être détestable pour les Américains, concrètement, et qui, justement, pour d'autres types de considérations, comme la critique française, par exemple, qui va adorer, qui va offrir de nouveaux potentiels exploratoires, mais surtout expérimentaux. Et je pense que c'est pour ça, en particulier, que leur collaboration, au-delà de tout l'aspect scandaleux, amoureux, etc., va marquer le cinéma, c'est qu'on va avoir un personnage, un type de personnage, une matérialité qui est celle du corps, qui va être explorée sous toutes les coutures par Rossellini à ce moment-là, et sur toute cette collaboration sur quelques films qu'ils vont faire ensemble. Et cette collaboration, finalement, elle va être très courte parce qu'elle va de 50 à 54, donc c'est très très court, mais très très intense aussi. Il va y avoir beaucoup de films qui vont sortir, enfin il y en a 3 qui sortent la même année quand même. Ça va être très 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 intense. Comme si, après 54, après ce petit temps, c'est bon, il avait fait le tour et il avait réussi à tirer tout ce qu'il avait pu tirer de Ingrid Bergman. Alors, je dis pas que c'était une volonté de destruction, mais il y a ce côté effectivement un petit peu expérimental qui
presque scientifique, en fait, qui va consister à tirer du personnage et de la personne de Ingrid Bergman quelque chose de nouveau, à la fois dans le jeu, dans les déplacements, et donc forcément dans toute la matérialité de l'œuvre, en fait. Selon toi, est-ce que ce serait plutôt Ingrid Bergman qui savait exactement qu'en allant vers lui, elle allait explorer des territoires complètement inconnus. Elle ne savait pas forcément quoi, mais elle savait que ce serait différent. Est-ce que Rossellini, lui, ne savait pas encore que ce serait différent? C'est la question que je me pose, en fait. Parce que tu dis en 54, 55, c'est terminé, il a fait le tour, mais ce serait pourquoi ne pas dire forcément que ce serait plutôt Bergman qui aurait fait le tour et qui avait besoin à ce moment-là d'explorer des choses en tant que comédienne, et d'ailleurs c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé. En gros, ce que je veux dire par là, est-ce que c'était plutôt Bergman qui était en avance sur Rossellini? Waouh. C'est une bonne question. Alors évidemment, je ne peux pas me prononcer à sa place, je ne me le permettrai pas. Je pense que déjà dans sa démarche, effectivement, il y a une impulsion. Il y a une impulsion d'expérience de la part de Bergman. Et je pense que Rossellini n'aurait pas accepté de travailler avec elle s'il ne l'avait pas senti, en fait. S'il n'avait pas senti que déjà, il y avait quelque chose qui se passait avec l'audace de cette personne qui décide de lui écrire une lettre en pleine après-guerre sur la base de Rome, ville ouverte et Paysa, qui sont quand même pas les films les plus faciles à appréhender de Rossellini, tant en termes politiques qu'en termes esthétiques et qu'en termes de violence. Rome, ville ouverte, c'est quand même coton. Pour une actrice hollywoodienne, voilà, sans vouloir bien sûr attribuer à Bergman une sensibilité qu'elle n'a pas, c'est... Comme tu le disais très bien au début de l'émission, c'est filmé dans les décors même de Rome, qui est une ville même plus assiégée, qui est une ville pratiquement détruite, donc il y a quelque chose de très... Enfin, voilà, donc... Oui, totalement. Totalement, donc je pense que il y avait une volonté de Bergman, effectivement, de changer. Alors, de changer d'air, c'est un peu léger dit comme ça, mais il y avait une volonté claire expérimentale de Bergman, je pense. Après, je ne suis pas spécialiste de sa carrière. Il faudrait que je le devienne, peut-être, parce que c'est très intéressant, tout ce qu'elle a fait. Mais il y a une volonté d'expérimentation, et Rossellini, c'est pas un tortionnaire non plus. Si elle avait voulu s'arrêter, elle se serait arrêtée. Si ça se passait si mal que ça, ils se seraient pas mariés, ils n'auraient pas eu des enfants ensemble, et ils n'auraient pas travaillé sans relâche ensemble pendant 4 ans. Donc il y avait une volonté. Il y avait une volonté, et je pense que c'était avant tout Stromboli, début d'un itinéraire qu'elle a conduit avec lui, et qu'on voit beaucoup, je trouve, dans Europe 51, qui je crois que c'est mon préféré du réalisateur. Oui, je pense. Il y a cet itinéraire, en fait, qu'elle a créé, en fait. Parce que c'est Bergman que l'appareil suit en permanence, c'est Bergman qui impulse un certain nombre de mouvements, un certain nombre de mouvements à la fois de parole et dans l'espace. Et c'est Bergman qui interprète Jeanne dans Jeanne au bûcher, alors qu'elle l'a déjà interprété précédemment. Donc il y a une forme de volonté, je pense, d'appréhender ce type de traitement du cinéma d'une autre manière, par le prisme de Roberto Rossellini. Je pense qu'elle a saisi chez Roberto Rossellini, à partir de Rome, ville ouverte et de Paysa, quelque chose, je sais pas, un instrument, un flux, quelque chose avec lequel elle pouvait expérimenter le cinéma différemment. Pas seulement son jeu, pas seulement son vécu de personne de genre féminin, mais vraiment quelque chose qui vient de l'essence même du cinéma, et qui est cette trajectoire, en fait, qu'elle opère à la fois dans sa vie, à la fois en tant que femme et à la fois en tant que personnage. Et je pense que oui. Alors, est-ce qu'elle était en avance sur Rossellini? Je pense pas. Je pense simplement qu'ils avaient tous les deux des trajectoires différentes à expérimenter, et que ces trajectoires, en fait, se sont percutées, se sont mélangées, se sont suivies, se sont coupées, recoupées, découpées, jusqu'à finalement partir dans d'autres sens, chacune de leur côté. Mais très clairement, le temps pendant lequel elles se sont percutées, elles se sont entrechoquées, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est produit, et ce quelque chose, c'est cet itinéraire qui a d'abord suivi peut-être quelque chose qu'on peut qualifier d'une première trilogie entre Stromboli, Europe 51 et Voyage en Italie, et qui a changé un petit peu par la suite avec Jeanne au bûcher et La Peur, qui est pour le coup pas du tout néo-réaliste, enfin si, mais pas trop quand même, mais qui est plutôt très film noir,
qui marque vraiment. Quand on regarde Jeannot Bûcher et quand on regarde La Peur, on a envie de penser évidemment au fait que ça y est, en fait, ça va plus entre eux et que en fait, ça constitue le climax de leur collaboration et que voilà, on sent que c'est fini ça. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a envie de le penser parce que scandale, parce que machin, parce que c'est un couple, etc. Mais je pense que Bergman ne cherchait pas quelque chose en particulier quand elle a envoyé cette lettre, mais qu'elle a trouvé un truc, je ne sais pas quoi, mais qu'elle a trouvé quelque chose dans sa collaboration avec Roberto Rossellini qui a changé diamétralement sa manière d'appréhender le cinéma en général. Est-ce que l'un des aspects importants de cette collaboration entre Bergman et Rossellini passe aussi par le fait que c'était l'une des rares fois c'était l'une des premières fois où un cinéaste prenait comme base sa relation avec celle qui partage sa vie, qui plus est comédienne, et de prendre juste une base pour ensuite faire quelque chose de beaucoup plus nuancé. Est-ce qu'il y avait de cela aussi? Est-ce que c'est ça le cinéma moderne en fait? Est-ce que c'est ça le cinéma moderne? Mais est-ce que c'est des cinéastes qui prennent leurs épouses pour faire des films et posent leur fondation là-dessus? Ou réciproquement, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est aussi réciproque. Je dirais, il peut y avoir aussi des cinéastes femmes qui peuvent parler de leur vie amoureuse et c'est très bien comme ça. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça le cinéma moderne? C'est un peu réducteur quand même. Oui, dis-je avec beaucoup de provocation, bien évidemment. Non, je pense pas que le cinéma moderne ce soit ça. Très honnêtement. Déjà parce que si c'était vraiment ça, l'histoire entre Bergman et Rossellini serait noyée dans la masse. L'histoire entre Rossellini et Magnani serait noyée dans la masse. L'histoire entre Godard et sa comparse serait noyée dans la masse également. Donc non, je pense pas que c'est ça le cinéma moderne. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, entre nous, on serait pas dans la mouise. Non, je pense pour le coup que on peut pas nier que la relation entre Bergman et Rossellini se retrouve dans leur collaboration, et notamment dans La Peur, pour le coup. Parce que c'est très intéressant de voir que même si c'est le personnage masculin qui manipule le personnage féminin, c'est un personnage masculin qui manipule un personnage féminin à partir d'un personnage féminin. Donc cet archétype de la femme fatale qui est traditionnel dans le film noir. Mais on a aussi des petites touches qui se font aussi, des petites références qui sont volontaires ou pas, je sais pas, mais c'est dans La Peur notamment qu'on voit que le personnage principal féminin, donc qui est interprété par Ingrid Bergman, qui pendant tous les autres films a été un personnage travaillé, expérimenté, martyrisé jusque dans Jeannot Bûcher. Et soudainement, il devient autre chose, il devient autrement, il l'appréhende autrement. Ce personnage de La Peur, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est laborantine. Donc c'est plus elle qui est expérimentée, c'est elle qui expérimente. D'éléments d'expérimentation, Ingrid Bergman va devenir laborantine et elle va être écartelée de toutes parts par Rossellini, par les lignes du plan dans cette séquence finale qui est incroyable, comme toutes les séquences finales de Roberto Rossellini. Mais c'est pas l'histoire d'amour qui va être la fondation du travail esthétique. Parce que, bon, dans La Peur, elle va servir au scénario, parce que c'est l'une des rares productions de Rossellini où il va y avoir effectivement un scénario spécifique, avec des retournements de situation, des cliffhangers, des suspens, etc. Alors que c'est pas du tout le cas dans les premiers... Enfin, si, il y a un scénario, mais c'est pas du tout, en fait, le postulat de départ dans Stromboli, dans Europe 51, surtout pas dans Europe 51, et dans Voyage en Italie. Bien sûr, il y a des histoires... Enfin, il y a une histoire d'amour qui se délite dans Voyage en Italie, par exemple, mais dans Stromboli, pas tant que ça, dans Europe 51, pas tant que ça. S'il y a une histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour que Ingrid Bergman a avec elle-même. Parce que c'est une personne qui vient d'Hollywood, qui sait qu'elle est appréciée, qui a vécu toute sa vie appréciée, et qui soudainement se heurte à quelqu'un qui dit « Tu m'apprécies? Eh ben super, je vais faire des expériences sur toi. » Donc, non, le cinéma moderne, ce n'est pas ça. Le cinéma moderne, ce n'est pas ça. Je pense que c'est avant tout une histoire entre
Ingrid Bergman et Ingrid Bergman, et qu'elle a profité de cette opportunité, elle a saisi cette opportunité qu'elle s'est elle-même créée au passage pour expérimenter d'autres types de cinématographie. Mais de là à dire que le cinéma moderne évidemment part de cela, non, quand même pas, faut pas exagérer. Sur les 5 films, il y en a un qui est très très souvent soulevé, utilisé, surtout par la Nouvelle Vague. D'ailleurs, la Nouvelle Vague a été quand même très importante dans la réceptivité des films rosseliniens. C'est Voyage en Italie. Oui. Et d'ailleurs, c'est de mémoire, je crois que Godard disait de mémoire que c'est en voyant ce film qu'il s'est dit qu'on pouvait maintenant raconter une histoire amoureuse ou comme ça dans une voiture pendant 1h30 et ce qui est très drôle, c'est que il y a quelques années de cela, un cinéaste, le regretté Kiarostami, avait fait une copie pas conforme de ce film et le film s'appelait Copie conforme, que je vous invite aussi à voir et qui est assez incroyable aussi. Et ça a quand même là pour le coup créé une répercussion incroyable sur le cinéma, qu'il soit italien, français, et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se font et qui ont un lien avec que Voyage en Italie. Comment tu peux, est-ce que ce film-là, Voyage en Italie, parce que tout ce que je viens de dire, hein, toutes ces personnes qui l'ont aimé, toutes ces personnes qui ont essayé de le recopier, d'en refaire autrement, de le nuancer, est-ce que ce serait peut-être le chef-d'œuvre de cette collaboration, selon toi? Est-ce que Voyage en Italie est le chef-d'œuvre de cette collaboration? L'aboutissement de cette expérimentation? Alors, l'aboutissement, je ne pense pas. Cela dit, effectivement, c'est un film absolument passionnant parce que, en gros, il se passe rien. Et Rossellini, c'est quand même une des rares personnes à l'époque et encore aujourd'hui qui arrive à faire un film d'1h30 alors qu'il se passe rien et d'en faire un truc incroyable. C'est effectivement, je crois que c'est dans l'histoire du cinéma que Jean-Luc Godard disait que le seul film au sens de cinéma, je crois qu'il parle de Rome, ville ouverte, le seul type de film qui a résisté à l'occupation du cinéma par l'Amérique, à une certaine façon uniforme de faire le cinéma, c'est le cinéma italien. Et Voyage en Italie a fait quelque chose de miraculeux. Déjà, c'est de faire un film où il se passe rien et d'en faire un truc. Je te coupe la parole parce que ça fait 2 fois que tu utilises ce mot qui s'appelle miraculeux et, oui. et il faut dire à ceux qui nous regardent que c'est l'un des mots qui est souvent associé à Rossellini. Tu parles des les fameuses fins. Bah, c'est parce qu'il y a toujours un miracle comme ça qui arrive. Et en Voyage en Italie, pour le coup, il y a un miracle à la fin. Voilà, je referme la parenthèse. Oui, ouais, non, mais je peux déployer aussi. Je dis miracle parce que c'est vraiment celui dans lequel il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Rossellini, il a une manière de tirer quelque chose, donc là, d'Ingrid Bergman en l'occurrence, de révéler quelque chose qui était déjà là. D'ailleurs, l'un des grands bouquins sur ce sujet, ça s'appelle le cinéma, Roberto Rossellini, le cinéma révélé. Et en fait, il y a quelque chose avec Rossellini qui est très important, une thématique qui est très importante, c'est la thématique de la vérité. Et cette thématique de la vérité, on dit qu'en général, elle est exploitée selon plusieurs tendances, l'aveu, le scandale, le miracle. Et celle qui explore le plus, pour moi, la thématique du miracle, c'est effectivement Voyage en Italie. Et c'est un aboutissement en soi parce que ça peut être considéré comme un peu le 3e volet de cette espèce de trilogie de la solitude du personnage féminin qui est commencé par Stromboli, continué par Europe 51 et terminé potentiellement par Voyage en Italie. Et c'est un film où Rossellini, on l'a vu avec ses autres films, hein, il n'a pas pour vocation d'accorder du temps ni à la psychologie du personnage ni au scénario qui va les intégrer. Mais il va déployer un truc qui est incroyable et qu'il avait déjà déployé notamment dans Allemagne Zéro, qui est cette idée de la latence, avant la révélation de la vérité. Et donc, ce qui est important, c'est pas cette révélation de ces 2 personnages qui s'aiment, miraculeusement, à la fin, c'est toute cette trajectoire, l'importance de cette trajectoire. Et si le choc émotionnel est si puissant à la fin de Voyage en Italie, c'est parce que dans tout le film, on va avoir une forme d'indifférence qui est appuyée entre ces 2 personnages. Le début de Voyage en Italie est d'une tristesse absolue. On a des personnages qui n'arrivent pas à communiquer entre eux, qui même se disputer, ils n'y arrivent pas. Parce que
ils ne tiennent plus suffisamment l'un à l'autre pour se disputer. Et ils sortent du cadre, ils sont jamais dans le champ en même temps, enfin c'est incroyable. Et c'est des personnages qui vont, et c'est pour ça en l'occurrence que je trouve que Voyage en Italie est très très bien aussi, même si c'est pas mon préféré. On va voir des personnages et des personnes qui passent leur temps à ne pas trouver leur place dans cette maison, dans cet hôtel. Il y a ce moment incroyable où le personnage masculin, il dérange les Italiens parce qu'ils dorment, parce que c'est l'heure de la sieste et qu'on ne dérange pas les Italiens quand ils font la sieste. On a des personnages qui ne trouvent pas leur place là où ils sont et qui en fait vont trouver leur place dans quoi ? Dans la trajectoire, dans le mouvement. Et ce qui est très très beau, je trouve, c'est la longueur et la latence avec laquelle Rossellini va déployer une espèce de voyage au centre de la Terre du personnage qui est interprété par Bergman, où elle va d'abord aller dans un musée, dans cette scène incroyable, qui m'a marqué parce que c'était la scène du partiel à l'époque, sur laquelle on avait été noté. C'est pour ça qu'elle m'a marqué. Il y a cette scène du musée, il y a cette scène de la crypte, il y a cette scène du volcan, et à la fin, il y a cette scène dans les catacombes. Et il y a ce moment incroyable, sublime, où il y a une excavation une excavation de cadavres de Pompéi, où le personnage de Bergman se cache les yeux et disparaît, elle sort, et là il se passe un truc. Le miracle, il n'est pas à la fin, en fait, il est là à ce moment-là. Il est à ce moment-là dans le film, c'est genre un quart d'heure, 20 minutes avant la fin. Le miracle est là. C'est le moment où Bergman se dit « Ok, c'est bon, c'est plus possible, je supporte pas ça. Ce n'est pas possible. J'ai gravi Stromboli, je me suis baladé dans une usine dans Europe 51, j'ai fait tout le tour de cette ville en bagnole. Non, maintenant, c'est bon, c'est plus possible. » Et il y a cette volonté... il y a cette volonté de Rossellini à ce moment-là de faire sortir quelque chose épidermiquement du personnage qui est interprété par Bergman. Et c'est en ce sens que peut-être, oui, ça peut être une forme d'aboutissement de leur collaboration. En tout cas, dans cet ensemble, si on le prend comme un ensemble qui est formé par Stromboli, Europe 51 et Voyage en Italie. C'est ce moment où on a ce sursaut. On a l'impression en fait que c'est Bergman elle-même qui le fait et qui se dit non, maintenant c'est plus possible. En fait, et qui est suivi par cette longue déambulation dans les ruines des deux personnages avant cette scène finale qui a été maintes fois analysée, qui est très très belle. Mais je trouve que s'il se passe quelque chose, c'est avant, c'est à ce moment-là, parce que c'est ce petit quelque chose qui va relancer en fait, qui va relancer la dynamique des personnages, qui vont se retrouver ensemble enfin dans le même plan, qui vont déambuler ensemble. On va avoir le personnage d'Alex qui va dire oui, tu te souviens quand on a fait ceci, cela, et puis Bergman qui se retourne et qui fait mais pourquoi tu parles de ça maintenant? Et va y avoir une remontée en fait, comme s'ils s'étaient descendus tellement bas à l'intérieur d'eux-mêmes que maintenant c'est bon, ils pouvaient que remonter. Et s'il y a quelque chose qui explose à ce moment-là, c'est cette foule, cette lave à la fin en fait, qui vient clôturer peut-être une éruption d'humains. Comme on avait une éruption de Stromboli à la fin de Stromboli, c'est cette lave d'humains qui les sépare. Et parce que ça induit une rupture, ça va les rapprocher et ça se finit de cette manière-là. Mais il y a cette idée, effectivement, si miracle il y a, c'est ce miracle d'arriver à faire un film plein de latence, plein d'indifférence pour faire comprendre que deux personnages peuvent être réunis pas seulement dans la narration et dans l'amour, mais surtout dans le chant, alors qu'ils n'arrivaient pas à y être précédemment. Et je pense qu'en ce sens, oui, Voyage en Italie peut constituer un aboutissement d'un premier processus expérimental qui est celui qui réunit Stromboli, Europe 51 et donc Voyage en Italie. Même si c'est pas mon film préféré, il est très bien quand même. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai été beaucoup plus marquée par cette scène d'excavation des cadavres que par la scène finale, qui est très belle, mais qui m'a pas fait ce choc. Ce choc que m'a fait la scène précédemment. Pour terminer l'émission, sur les 5 films que tu évoquais, donc Stromboli, Europe 51, Le Voyage en Italie, La Peur, Eugène Buchet, c'est Europe 51 ton préféré, qui date de 52. Pour quelle raison? Déjà parce que c'est le premier film que j'ai vu du cinéaste. Enfin, c'est le premier film qui m'a vraiment marqué du cinéaste quand je l'ai étudié. Et j'ai été marquée en fait par le fait que même si on est au début de la collaboration entre les deux, c'est la deuxième collaboration, il y a déjà les prémices en fait de ce qu'on verra dans La Peur par la suite. Le film commence quand même avec une tentative de suicide d'un enfant. C'est un truc de fou de montrer ça dans les années 50. On a un enfant qui
tente de se suicider, on voit rien. Et pourtant, on a cet enfant qui succombe à ses blessures, et on va avoir un personnage qui est celui d'Irène, qui, dévoré par la culpabilité, va plonger dans une espèce de solitude et d'abandon. Et c'est là qu'il y a un côté aussi scandaleux aussi, c'est que le film commence par ça. Et t'es là, oh punaise, mais qu'est-ce que ça va être la suite? Et j'ai été particulièrement marquée par ce plan que je trouve superbe, où justement l'enfant tombe. Et il y a ce plan incroyable en contre-plongée, où on a toutes les têtes qui se penchent des escaliers, de cet énorme escalier en colimaçon, qui se penchent, et c'est vertigineux en fait. Enfin, il y a Hitchcock, il y a le film noir, il y a tout qui en fait, qui là en 1952 arrive à ce moment-là. Et ce film va constituer cette espèce de nœud qui va être tout à la fois un film noir, une critique sociale, et réussir à faire au début un petit itinéraire de ce qu'on peut dire une passion, où toute la mise en scène de Rossellini va se retourner avec encore une fois ce personnage féminin qui va déambuler dans les quartiers pauvres de la ville, et notamment dans cette scène que je trouve incroyable, qui est celle de l'usine, où le personnage d'Irène va arriver, elle est toute petite, et montrer des machines mais monstrueuses qui vont la broyer, c'est pas possible. Et non, elle s'en sort entre guillemets, parce qu'à la fin, il y a cette scène, encore une fois, miraculeuse, où on a ce personnage donc, qui donc décide de rester interné. Ce qui devait être au départ une contrainte est devenu un choix du personnage. Et c'est à ce moment-là, et c'est un truc qu'on retrouve dans Jeanne au bûcher après, parce qu'en fait tout se recoupe, que j'ai vu une Bergman qui n'était pas complètement écartelée dans tous les sentiments possibles et imaginables. Ce moment où elle dit voilà ce qui s'est passé, mais je décide de rester là, raccompagnez-moi dans ma chambre, c'est une Bergman qui se dit ok, je suis là, j'y reste, c'est mon territoire maintenant. Et on a ce personnage très digne, très presque indifférent. Elle est sculpturale en fait à la fin. Là, ça y est, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se passe simplement dans le visage de Bergman. Et pour qu'une actrice réussisse, après avoir eu tant d'années en Hollywood, à exprimer toute une palette de sentiments exacerbés, à exprimer cette pureté sculpturale simplement au niveau du visage et de son regard, qui va par la suite se retrouver dans Jeanne au bûcher, qui est très peu traité, alors qu'il est incroyable, ce film, c'est pareil. Je trouve que c'est incroyable. Et Europe 51 m'a fait effectivement cet effet du « Ok, ça y est, il se passe un truc là ». Il se passe un truc d'un point de vue itinéraire, d'un point de vue social, politique, évidemment, qui est très fort. Enfin, la scène de dîner pendant laquelle l'enfant est laissé tout seul et qui parle de politique et qui est cynique à soi, elle est incroyable. Mais ce travail de l'espace et de la petitesse de l'être humain face à cet espace qui avait déjà été initié dans Stromboli, je trouve que moins dans Voyage en Italie, beaucoup dans Europe 51, c'est exacerbé, et c'est pour ça que ce film a une valeur particulière à mes yeux encore aujourd'hui. Jusqu'en 48, il avait déjà, pour le coup, expérimenté, comment je vais dire ça, les situations inattendues que peuvent avoir des enfants dans le cinéma. Je crois qu'en 48, dans l'Allemagne, année zéro. Il y a des Moon à la fin, ouais. Je rappelle les 5 films qui sont disponibles en DVD, Blu-ray. Je crois même qu'on peut les trouver sur des plateformes, oui, je pense, je suis même persuadé. Il y a Stromboli en 1950, Europe 51 en 1952, et en 54, 3 films, Voyage en Italie, La Peur et Jeanne au bûcher. Voilà, c'était en tout cas Hélène Blodin qui était venue ici pour nous parler un petit peu de la collaboration entre Ingrid Bergman et Roberto Rossellini, de ce que le cinéma, comment le cinéma s'en est remis de cette collaboration, et c'était en tout cas un véritable plaisir de t'entendre en parler. Je mets 3 points de suspension, ce qui veut dire qu'il faut absolument que tu reviennes sur la chaîne pour parler d'autres choses, en tout cas. Avec très grand plaisir, en tout cas. Peut-être pour le festival, Maudit Festival, l'année prochaine, qui sait. Qui sait. Merci à toi. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi. À très vite. À très vite. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and